Ce que je vous propose pour ça, j'ai donné à Pierre un fichier qui est le premier cours que je donne à l'université de Compiègne sur le cinéma. Ça doit faire 1h30, un truc comme ça. Donc je vous propose de le regarder ici en fait. Voilà. Comme ça vous ne perdrez pas de temps. Et en plus ça vient un petit peu nourrir la discussion sur le texte de Bernard Noël. Pour vous expliquer d'ailleurs pourquoi nous lisons Bernard Noël. Il y a 1000 raisons à ça. D'abord parce que c'est un grand écrivain, que c'est toujours très bien de lire les grands écrivains et de savoir ce que c'est que la littérature, surtout quand on est dans le monde du texte comme vous l'êtes. Mais l'autre raison, c'est qu'il parle de la télévision, et pas simplement de la télévision, mais de la multiplication des écrans. Je pense que c'est très important que nous lisions son texte pour essayer d'en comprendre d'abord les intentions, l'analyse, et pour que nous en évaluions un petit peu les conséquences sur ce que nous voudrions faire ensemble. Voilà. Peut-être vous ne savez pas très bien ce que nous voulons faire ensemble. Moi non plus. Mais on est en train d'essayer de le vouloir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de construire un désir commun de faire quelque chose. Alors si quand même, parce qu'il y a une commande précise de Claire Landarcueil, c'est de faire quelque chose, construire un désir commun entre vous et moi, et puis d'autres gens que je vais essayer de vous faire connaître bientôt, pour nous emparer du monde qui n'est pas celui de Bertolt Brecht, mais dont Bertolt Brecht déjà s'inquiétait en 1920 et quelques. C'est-à-dire le monde, à l'époque de Brecht, je redis, vous vous souvenez, on a rapidement lu quelques phrases de ce texte de Brecht sur la radio, qui évidemment a eu des conséquences importantes sur la pensée du théâtre de Brecht. Il y en a sur la radio, mais il y en a surtout sur le cinéma. Bon, on ne pouvait pas tout faire, donc j'ai choisi ce thème-là. Mais c'était pour introduire ce que je voudrais que nous fassions ensemble, c'est de réfléchir à ce que le théâtre peut faire dans le contexte, appelons ça, de la data économie, des réseaux numériques, des smartphones, de tous ces machins-là. Et pour ça, ça suppose de réfléchir avec ceux qui ont déjà réfléchi, notamment aux questions qui se posent au XXe siècle. Parce que finalement, la question que pose Bernard Noël dans son texte, que nous avons commencé à lire, c'est une question du XXe siècle, que les premiers à avoir posé, c'est ce que vous trouverez d'ailleurs indiqué, je crois, dans le film que je vous propose de regarder après, qui est le film de mon cours, sont Adorno, vous voyez ces machins, je vais couper le son, sont Adorno et Horkheimer, je ne sais plus si je vous en ai parlé, qui en 1944 ont écrit un texte qui a été publié en 1947 sur ce que le cinéma faisait aux êtres humains, en particulier aux États-Unis, et le rôle de Hollywood. C'est un texte que ça serait bien que vous le lisiez un jour. C'est dans un gros livre qui s'appelle La dialectique de la raison, mais c'est le 2e chapitre, et le chapitre en question qui s'appelle L'industrie des biens culturels est consacré à ce qui, selon eux, constitue les enjeux de la place de Hollywood aux États-Unis. L'industrie des biens culturels. Ils ont inventé ce concept d'industrie culturelle, Kulturindustrie dans leur allemand. Alors, voilà, dès 1944, il y a 2 philosophes allemands très importants qui ont fui l'Allemagne, qui vivent à New York. Enfin, à l'époque, ils sont déjà passés en Californie. Et voilà, il faut une critique de Hollywood qui est, à mon avis, très problématique, leur critique. Quand je dis qu'elle est très problématique, c'est que elle est fondée parce que le cinéma pose 1000 problèmes, y compris les problèmes qu'on va revoir maintenant avec Bernard Noël, mais elle n'est pas bien fondée. Je pense qu'il se trompe de questions, Adorno et Horkheimer. J'en ai parlé dans un livre que vous ne trouverez pas parce qu'il est épuisé, mais qui sera bientôt réédité, qui s'appelle Le temps du cinéma,
ou d'ailleurs le cours que vous allez voir tout à l'heure enregistré est une espèce de présentation audiovisuelle de ce livre. Pourquoi est-ce que je dis qu'Adorno et Horkheimer posent mal leurs problèmes? Qu'est-ce qu'ils posent d'abord comme problème? Ils disent le cinéma de Hollywood, ça fait système avec les usines où on travaille à la chaîne, le consumérisme débridé des États-Unis, et en fait ça sert à aliéner les gens, à les crétiniser. Et ils ajoutent, et en plus il y a un truc qui va apparaître, qui est la télévision, qui n'existe pas encore, mais qui va se développer dans les années qui viennent. Voilà, ils disent ça. Ils ont en grande partie raison, mais il y a quand même deux gros problèmes, si vous voulez. C'est que d'une part, ils n'ont pas l'air de considérer que le cinéma puisse être aussi artistique. Donc, ils n'ouvrent même pas la question de savoir comment il est possible de faire de bons films. Parce que pour eux, ce n'est pas possible de faire de bons films. À ce moment-là, hein, ils ont changé d'avis après, mais à ce moment-là, c'est un texte très exclusif. C'est-à-dire, le cinéma, c'est un outil d'aliénation. Point. Un peu comme le dit Brecht à propos de la radio. Sauf que Brecht a d'abord imaginé que la radio était quelque chose qui pouvait être formidable. Eux, ils ne posent même pas la question si le cinéma pourrait être quelque chose de formidable, et la télévision encore moins. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Moi, je considère qu'une technologie, quelle qu'elle soit, c'est un pharmacone. Je vous ai rebattu les oreilles avec ça pendant 2 ou 3 cours. Maintenant, vous avez, j'espère, un peu compris. Si d'ailleurs vous n'avez pas bien compris, c'est absolument pas un problème. Il suffit de le dire et on rediscute. Ou si vous n'avez pas tout compris, d'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir tout compris parce que moi non plus. Donc, vous ne pouvez pas avoir tout compris. Donc, vous pouvez avoir plein de questions là-dessus et n'hésitez jamais à en poser voilà, et à casser la logique, même si à un moment donné, je vous dirais stop, il faut que je termine mon cours. Mais jamais la moindre hésitation pour faire ce genre d'interruption. Quoi qu'il en soit, Adorno et Horkheimer disent premièrement, le cinéma c'est un poison, un point c'est tout, il n'y a rien à faire avec le cinéma. Si j'ai le temps, peut-être qu'un jour je vous parlerai de Frank Capra, qui dit, voilà, le cinéma c'est comme l'héroïne, c'est une catastrophe, ça peut rendre complètement addict. Je sais pas, quelqu'un a vu La Rose pourpre du Caire de Woody Allen? Oui. Bon, c'est une fille qui est complètement accro au cinéma, mais en même temps, le cinéma lui fait du bien aussi. Et Capra dit, oui, c'est comme l'héroïne, ça peut se substituer à vous que ça, mais la seule façon de lutter contre l'héroïne, c'est l'héroïne. Et c'est ce que disait Godard, la seule manière de lutter contre l'aliénation des images, c'est de faire des images. Voilà. Et donc ça, c'est mon point de désaccord premier avec Adorno Horkheimer, et peut-être avec Bernard Noël. Et mon deuxième point de désaccord, il est plus philosophique, c'est que Horkheimer et Adorno disent, en citant Emmanuel Kant, évidemment, tous les philosophes citent Emmanuel Kant, il est unanimement reconnu comme le plus grand des philosophes modernes. Personne ne lui conteste ça. C'est un génie absolu, Emmanuel Kant. Il a fondé la philosophie moderne, la science moderne, etc. Mais il y a quand même, évidemment, des limites à tout cela. Et en particulier, il s'appuie sur Kant, qui disait que, voilà, il y avait une faculté noétique, une faculté de la vie de l'esprit, si vous préférez, une faculté intellectuelle et spirituelle, qui était la plus complexe, la plus difficile à penser, la plus cachée, mais la plus fondamentale, qu'il appelait l'imagination transcendantale. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ben, ce machin, c'est, pour vous dire en quelques mots, c'est ce qui permet à ce que Kant appelle l'intuition. Ce qu'il appelle l'intuition, c'est ce que vous percevez. Par exemple, en ce moment, vous m'écoutez parler, vous m'intuitez. Ça ne veut pas dire intuition au sens où on parle de l'intuition féminine ou de l'intuition mathématique ou ces choses-là. Non, ça veut dire chez Kant la perception, en fait. D'accord? Vous percevez quelque chose. Et Kant dit, pour que vous puissiez percevoir quelque chose, il faut que votre entendement, qui est chez Kant la faculté des concepts, soit capable d'attraper ce que vous percevez pour en faire quelque chose que vous allez penser. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous vous promenez au jardin botanique qui est le long de la Seine, à côté du Muséum d'histoire naturelle. Vous connaissez ce jardin? Bon, ça s'appelle le jardin des plantes. Autrefois, c'était le jardin du roi. C'était le jardin personnel du roi.
à la Révolution française, ça a été nationalisé, c'est devenu le Jardin des plantes pour présenter la botanique à tous les citoyens français, voilà, de la Révolution française. Et donc c'est un jardin botanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plein de variétés de plantes, que c'est... Voilà, en fait, c'est un lieu pour les savants au départ. Puisque la botanique, c'est l'origine de la classification scientifique au XVIIe siècle. Michel Foucault a très bien montré ça. Donc au départ, les jardins botaniques étaient faits pour les savants. Et pour le roi. Et ils ont été rendus publics à la Révolution française, tout le monde pouvait y accéder, ce sont devenus ce qu'on appelle des jardins publics, des parcs. Si vous allez aujourd'hui au jardin botanique, avec un botaniste, ou avec un jardinier, vous allez voir des épineux, vous savez peut-être que c'est un épineux, en plus un résineux, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Lui, le botaniste ou le jardinier, il va voir des tas de choses. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a un savoir. Et que ce savoir lui donne à voir dans ce qu'il perçoit des choses que vous ne verrez jamais. Ou si vous êtes marin, par exemple, sur un bateau où vous voyez, je sais pas, une coque, le marin, il voit des tas de trucs. Si vous êtes comédien, dans une pièce de théâtre, vous voyez plein de trucs du point de vue du comédien. Parce que vous avez une expérience qui vous a donné des concepts et qui vous permettent de percevoir des choses. D'accord? C'est ça l'imagination? Non, ça c'est pas l'imagination, c'est ce qu'on appelle l'entendement. C'est ce que Kant appelle l'entendement. C'est des sujets très complexes, mais grosso modo, voilà. C'est comme ça que ça se passe, que ça se présente au départ. Et ce que dit Emmanuel Kant, alors, à propos de l'imagination transcendantale, c'est que la question qui se pose, c'est de savoir comment les concepts de votre entendement sont capables d'attraper les données de l'intuition. Sont capables de s'emparer de ce qu'il appelle les données de l'intuition sensibles. C'est les questions que pose Bernard Noël au début du texte. C'est-à-dire, comment est-ce que je regarde, comment je vois une image, il faut que ça accumule. Vous vous souvenez, il dit, mon œil, ça circule, les images circulent, il y a une respiration des images, une circulation des images, ça produit par accumulation ce que j'appelle là maintenant des concepts. Et la question que pose Kant, c'est comment est-ce que l'entendement peut appliquer des concepts à des données? Et il dit c'est la faculté de l'imagination transcendantale. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Ce que je vais simplement vous dire, c'est que le mot transcendantal, ça veut dire que cette faculté de l'imagination, elle est a priori, elle ne vient pas de l'expérience, elle ne vient pas de votre intuition, elle est de la structure initiale et permanente de votre esprit. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose qui est produit par votre expérience, par exemple, aller visiter des jardins, etc. Non, l'imagination transcendantale, c'est ce qui vous permet d'acquérir de l'expérience, mais elle-même, elle n'est pas produite par l'expérience. C'est pour ça que Emmanuel Kant l'appelle transcendantal. Le transcendantal, plus généralement chez les philosophes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des données, non pas intuitives, données par l'expérience, mais des données qu'ils appellent a priori. Je vous donne un exemple. Dans un dialogue fameux de Platon, qui s'appelle Ménon, Socrate discute avec un jeune athénien, qui s'appelle précisément Ménon, et il discute de ce que c'est que la vertu. Et Socrate demande à Ménon, alors qu'est-ce que c'est pour toi la vertu? Et Ménon donne des tas d'exemples. Il dit, la vertu, c'est une femme qui s'occupe bien de son ménage, c'est un pilote de bateau qui gouverne bien son bateau, qui ne s'en va pas du bateau s'il y a un naufrage, qui n'abandonne pas son équipage, c'est Périclès qui dirige bien la cité d'Athènes, bref. Et Socrate lui répond, mais là tu me donnes des exemples de vertu, je te demande pas ce que c'est. Ça, c'est des tas de formes de vertu. Mais qu'est-ce que c'est que la vertu? Qu'est-ce qui fait l'unité entre Périclès, la femme qui s'occupe bien de sa maison, le pilote du bateau, et qu'est-ce qui fait que tout ça appartient à ce qu'on appelle la vertu? Et là, Socrate dit, mais non, ça tu ne le trouveras jamais dans l'expérience. Tu ne trouveras jamais la vertu comme ça. C'est parce que tu as déjà cette notion que tu es capable de dire ça, c'est un cas de la vertu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, où est-ce que je veux en venir?
Eh bien, je vais en venir au fait que je ne suis pas d'accord du tout avec Kant lorsqu'il pose que l'imagination est transcendantale. Vous vous souvenez que depuis le début de ce cours, je vous parle de l'exosomatisation. D'accord ? Et je vous ai montré, par exemple, il y a 2 ou 3 semaines, une lionne en train de courir, gravée dans une grotte qui se trouve en Ariège, en France, dans le sud de la France. Et cette lionne en train de courir, moi je soutiens qu'elle constitue ce que Georges Bataille, l'écrivain et critique d'art, avait dit, c'est la naissance de l'art. Voilà. Elle participe de quelque chose qui est la naissance de l'art, c'est-à-dire d'une nouvelle forme de l'imagination. Ce que je crois, c'est que l'imagination n'est pas transcendantale, elle n'est pas a priori, mais elle est constituée par des techniques qui elles-mêmes rendent possible ce que Emmanuel Kant appelle des schèmes. Voilà. Par exemple, là vous m'écoutez parler en ce moment, merci beaucoup, et je vous parle comme à des gens qui ont fréquenté pendant 20 ans les bancs de l'école, ou presque 20 ans, pas forcément, peut-être 15 ans, disons. Si vous n'aviez pas fréquenté les bancs de l'école, je ne pourrais pas vous parler comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas vous parler, mais je ne pourrais pas vous parler comme ça. Parce que ce que je suis en train de vous dire suppose que vous avez un rapport à la langue, qui sait ce que c'est qu'une phrase, la grammaire, la structure de ce qu'on appelle une proposition. Si par exemple je vous dis, d'un point de vue logique, je ne veux pas dire à la fois A égale A et A égale non A. Ça ne vous choquera pas. Vous direz, bon, c'est un peu abstrait comme façon de parler, mais vous comprendrez, c'est ce qu'on appelle le principe de contradiction. Même si vous aurez besoin de vous concentrer un peu pour vous dire, voilà, on ne peut pas dire à la fois qu'une chose est et n'est pas, ou bien elle est ou bien elle n'est pas, d'accord ? Mais ça ne vous choquera pas fondamentalement que je vous dise ça, on tombera quand même assez vite d'accord. C'était aussi le cas de Socrate et des jeunes gens avec qui nous discutait. Eh bien, il y a des sociétés où on n'a pas le rapport que vous avez à la langue et aux propositions, et où ce genre de discours n'est pas compréhensible. Parce que c'est précisément des sociétés dans lesquelles A égale non A. C'est-à-dire c'est des sociétés dans lesquelles la contradiction n'est pas du tout traitée logiquement comme chez nous. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien ou mieux que nous, elles sont complètement différentes. Et là, ce n'est pas un problème de jugement que je porte sur la valeur des sociétés, et c'est par contre la question de la formation de votre imagination. Elle est formée, votre imagination. Vous vous souvenez que je vous ai parlé l'autre fois du soldat de Baltimore qui a tiré sur un comédien. Vous vous souvenez de ça? Oui? Ah, vous n'étiez pas là pour ça? Virgile. Il n'était pas là, Virgile. Un jour, je raconte l'histoire à nouveau pour Virgile. C'est Stendhal qui raconte ça dans un livre que vous devriez lire. Il s'appelle Racine et Shakespeare. Shakespeare et Racine. Un jour, dans un théâtre en 1820, aux États-Unis, à Baltimore, voilà, on jouait une pièce de Shakespeare. Et on avait demandé à un soldat de garder le théâtre parce que c'était une époque où il y avait encore beaucoup de conflits avec les Indiens, où il y avait aussi beaucoup de bandits, etc. Et on lui avait demandé voilà, s'il voyait quelqu'un qui avait un comportement violent, de le prendre en joue et de le tuer, quoi. Et il a vu le comédien tuer Desdémone, enfin chercher, voilà. Et il a vu quelqu'un de violent, il l'a tué. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le schème du théâtre. Et ça, c'est donné pas par l'imagination transcendantale, mais par une pratique culturelle, par une pratique sociale. D'accord? Alors, tout ça sont des questions très très compliquées. Mais si je vous en parle, c'est parce que je vous parlais de Adorno et Horkheimer, et qui disent, qu'est-ce qu'ils disent Adorno et Horkheimer? Ils disent Hollywood et le cinéma ont court-circuité l'imagination transcendantale, dont Emmanuel Kant disait qu'elle est cachée dans les profondeurs de l'âme. C'est une expression d'Emmanuel Kant. Elle est au plus profond de l'âme, disait Kant, l'imagination transcendantale. Et donc, Adorno et Horkheimer disent le cinéma est en train de détruire l'imagination transcendantale, c'est-à-dire la pensée. Je pense qu'ils ont tort. Le cinéma est une nouvelle époque de l'imagination qui n'est pas transcendantale. C'est une nouvelle configuration exosomatique de l'imagination. Et si on veut comprendre ce que c'est que l'imagination, il faut faire une histoire exosomatique, au sens où je vous en parle depuis un mois maintenant, un peu plus même. Il faut faire une histoire exosomatique des facultés
de pensée, les facultés de l'esprit. Ok? Donc, quand par exemple, je vous donne la parole tout de suite, quand Brecht dit « tournons-nous vers le cinéma », tournons-nous vers la radio. Brecht est un matérialiste, c'est un marxiste. Il essaye de comprendre comment la vie de l'esprit est transformée par cette technique. Voilà. Ça, c'est ce que Adorno et Horkheimer ne comprennent pas. À cette époque-là, parce que plus tard, Adorno, en 1969, va revenir sur toutes ces questions, il va complètement, enfin pas complètement changer de point de vue, mais disons, va complexifier considérablement son point de vue. Il va reconnaître qu'en effet, bien sûr, le cinéma est un art. Il va reconnaître que le disque, la radio ont produit le jazz, et que le jazz, ça n'est pas ce qu'il a dit au début, parce qu'au début, il disait le jazz, c'est de la merde, quoi. C'était vraiment assez brutal. Et il change de point de vue, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des questions comparables, mais à l'époque, des réseaux numériques, des smartphones et tout ça. Et donc, il faut que nous comprenions bien ce qu'ont dit tous ces gens-là avant pour que nous ne répétions pas leurs erreurs et que nous capitalisions leurs acquis, parce qu'ils ont découvert beaucoup de choses aussi. Oui. Voilà. Quand vous parliez de l'imagination et du cinéma, du coup, déjà rappelez-moi le nom de qui a dit que le cinéma hollywoodien brisait l'imagination de son. Oui, c'est Adorno, Donc lui disait que ça Théodore Adorno et Max Horkheimer. Mais dans quel sens? Dans le sens où ça donne à voir des images déjà toutes faites, ça... Voilà, ça court-circuite la vie de l'imagination. Et vous pensez... Bah, je dis que oui, bien sûr, ils ont raison. Ça ouvre l'imagination plus. Ok, super. Ça ouvre l'imagination encore plus, c'est ça? Non, je pense que ça ouvre et que ça ferme. C'est un pharmacone. Comme toutes les techniques dont je vous parle depuis le début, comme l'écriture, dont vous vous souvenez, hein, ce que je vous ai fait lire. Ça donne à voir des images, notre imagination peut-être voit encore plus d'images, imagine encore plus de choses possiblement. Oui, mais en même temps, si vous avez lu le texte, par exemple de Bernard Noël, lui dit qu'au contraire, ça empêche le... Oui, mais après, peut-être que dans le texte, j'entendais pas forcément cinéma, j'entendais télévision. Et quelle différence? Oui, il y en a quand même à certains endroits. Quoi. Bien sûr qu'il y en a. C'est la même chose qui sont dites. Quoi. Bien entendu qu'il y en a. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme différence? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ça. Ouais. Okay. Ouais. Non, moi, personnellement, la position que je défends, qui n'est pas celle d'Adorno Horkheimer, qui n'est pas exactement celle de Bernard Noël non plus, même si je ne suis pas en désaccord avec lui, disons que je pense qu'il manque un élément dans ce qu'il dit, mais je me suis pratiquement en plein accord avec tout ce qu'il dit. Ma position, c'est de dire que l'imagination, ça suppose l'exosomatisation, donc l'extériorisation. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'imagination, nous? Des images qu'on se crée sans forcément les avoir vues de base, des choses Ouais. qu'on crée nous-mêmes. Oui. Et qu'en plus on peut réaliser. Mais à partir quand même. Après, il y a quand même oui, sûrement du concret, du réel, voilà. ça vient de quelque part. Dans ce sens-là, peut-être le cinéma peut aider, ça nous donne à voir des images qui nous font partir encore plus loin, peut-être. Laissons pour le moment la question du cinéma. Oui. Laissons la question du cinéma, parce que ça c'est... On en reparlera peut-être après que vous aurez lu ce cours. Mais par contre, l'imagination. Ne laissons pas tomber ce que c'est que l'imagination. L'imagination, c'est imaginer quelque chose. Enfin, c'est se mettre une image de quelque chose, enfin une image ou des mots de quelque chose qu'on connaît a priori, mais qu'on retranscrit d'une façon différente. Enfin, mais je sais pas comment expliquer, mais on part de quelque chose qu'on connaît, parce que ce qu'on connaît pas, au final, on peut pas l'imaginer. Alors, des extraterrestres ou pas, enfin n'importe quoi, mais il y a des formes qu'on peut pas imaginer, et parce qu'on n'a pas les mots ou parce qu'on n'a pas les images qui vont avec. Donc, pour moi, on imagine toujours à partir de ce qu'on connaît déjà un peu. Mais je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Mais... Oui, bien sûr, c'est très compréhensible. Et c'est ce que dit Bernard Noël, c'est-à-dire que nous accumulons des images à partir desquelles nous pouvons imaginer. Enfin, il ne dit pas ça exactement, mais c'est ça qui est à l'horizon. D'accord? Mais... Donc en gros, l'imagination, ce serait pas une création du cerveau, mais plutôt une reproduction? Alors, c'est une reproduction et en même temps ce qu'on appelle une imagination créatrice.
C'est-à-dire que l'imagination reproduit toujours des images qui ne sont pas forcément visuelles. Ça peut être des images auditives, ça peut être des images motrices. Un danseur a une imagination qui n'est pas visuelle, mais corporelle et motrice, gestuelle. D'accord ? Un chanteur a une imagination qui est vocale. Enfin, ça peut aussi, il a aussi bien sûr une imagination visuelle, mais il valorise. Donc, il y a toutes sortes de dimensions d'imagination. C'est pas simplement le visible, parce que comme il y a le mot image dans l'imagination, et que les images, on dit c'est ce qui se voit avec les yeux, on valorise toujours l'œil, mais c'est pas. Non, il y a des images auditives. Les compositeurs, ils ont des images auditives, qu'ils transforment en images visibles depuis qu'ils composent à la main, c'est-à-dire qu'ils écrivent. Mais oui, je vais vous donner la parole. Donc, vous avez raison, l'imagination est toujours une reproduction, mais elle est aussi créatrice. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est aussi créatrice? C'est que d'abord, avec des images que j'ai déjà, je peux produire une autre image que je n'avais pas. D'accord? Par exemple, avec, je sais pas moi, un taureau et un homme, je vais faire un centaure. D'accord? C'est l'imaginaire des Grecs, hein, la mythologie. Mais en plus, je peux réaliser ces images. C'est-à-dire que je peux imaginer une lionne en train de courir et puis finalement je peux la graver dans une grotte, celle que je vous montrais l'autre fois. Je peux imaginer un truc qui sert à voler. J'ai des images d'oiseaux. Je m'appelle Léonard de Vinci. Je me mets à dessiner des oiseaux, puis d'un seul coup je fais des avions en dessinant. Et je me dis tiens, mais après tout je pourrais voler avec ça. Puis finalement, 4 siècles plus tard, Clément Ader fait le premier avion, il a exactement la forme de l'image de Léonard de Vinci. C'est ça l'imagination créatrice. C'est une imagination artistique qui permet, et pas simplement artistique, c'est l'invention, ce qu'on appelle l'invention. Allez-y. Je pense que ça va un peu plus loin pour l'homme quand même, parce que si on parle de la logique des premiers hommes qui n'avaient pas d'outils et qui ont dû créer des outils pour chasser, pour se nourrir, pour se protéger du froid, en tout cas des dangers que la nature offrait, on est forcément dans une logique créatrice, sans même parler de reproduction, parce que c'est des choses qui n'existaient pas encore. Donc on a forcément une capacité créative au-delà de la reproduction qui fait partie de nous. Alors c'est une très intéressante question, mais la question est de savoir, là, c'est de savoir où est cette capacité que vous appelez créative ou créatrice. Là, ce dont vous parlez, c'est ce que je montre régulièrement comme image, à savoir un homme ou une femme en train de tailler des silex. Vous avez vu cette image? Ça, c'est une image de ce qui se produisait il y a à peu près 3 millions d'années. Là, on est à peu près sûr de tout ça, parce que maintenant, il y a eu des travaux de préhistoire très très précis. Moi, j'ai travaillé avec des laboratoires qui sont spécialisés là-dedans, je connais bien ces travaux. Mais ces silex que vous voyez qui sont taillés il y a 3 millions d'années, c'est entre 2 600 000 ans et 4 200 000 ans, hein, l'apparition de ces silex taillés. Donc, c'est pas complètement fixé. Ces silex qui sont taillés là, ils sont produits par quoi? Est-ce que d'un seul coup, il y a un être qui s'est dit « je vais tailler un silex ». Je pense que la capacité créatrice de l'homme, elle réside aussi beaucoup dans la nécessité. La racine, c'est la nécessité. Je pense qu'il y a un endroit où on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose, on veut chasser. D'accord, pour chasser, j'aimerais atteindre un animal. Pour atteindre cet animal-là qui est rapide, il faudrait que j'ai de la vitesse, il faudrait que j'ai quelque chose qui perce, il faudrait que... Donc, je pense qu'il y a des essais, forcément, il y a des Alors vous hommes, croyez que les gazelles... Il y a forcément un endroit qui naît... Après, ça peut... Je sais pas, ça peut peut-être du hasard. Vous croyez que... On a fait tomber un silex... Vous croyez que les guépards, par exemple, qui attrapent des gazelles, ils ne sont pas eux aussi motivés par la nécessité? Bien sûr, mais c'est pas... Alors pourquoi ils ne font pas des arcs? On parle de la créativité, là. Pourquoi ils ne font pas des arcs? Mais c'est pas des hommes. Ils font avec ce que la nature leur a donné. Et par exemple, si on parle aussi, ne serait-ce que, on est dans une société par exemple où on essaie à chaque fois d'établir quels seront, d'imaginer ou d'anticiper quels seront les besoins de demain. Qu'est-ce que je peux créer pour satisfaire de nouveaux besoins? J'en sais rien. Un truc qui est très débile.
L'autre jour, j'avais une soirée. Non mais c'est très bête que je l'écoute. J'avais une soirée. Et puis j'avais une robe à porter. Et puis je me suis dit, putain, c'est con si j'ai des auréoles sur cette robe-là. Et je me suis dit, putain, ce serait bien qu'on crée un truc où ça cache mes auréoles. Alors attendez, on va s'arrêter là. Juste pour vous parler en fait. Non, je comprends. Je comprends. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'il y a 3 millions d'années, il n'y a pas d'homme qui invente des silex taillés. Il y a 3 millions d'années, il y a un processus qui s'appelle l'hominisation, qui a en fait a commencé, qui est en train de faire passer dans une nouvelle phase un processus qui a commencé 14 millions d'années plus tôt. 14 millions d'années plus tôt, les grands singes ont commencé à stocker des roches basaltiques. Et progressivement, il s'est passé un certain nombre de choses et qui ont conduit à une réalité qui est aujourd'hui encore largement inexpliquée, qui a produit ce qu'on appelle les êtres néoténiques, c'est-à-dire des êtres qui sont expulsés prématurément du ventre maternel. On pense que c'est lié à une subite transformation de la forêt en savane, ce qu'on appelle le rift, l'effondrement du rift. Puisque c'est là, c'est dans une partie de l'Afrique australe, que s'est produite dans la vallée de l'Olduvai, une transformation subite qui fait que des animaux, en fait, se sont mis à tailler du silex. Ce ne sont pas encore des hommes. On les appelle les hominidés. Ce ne sont pas encore des hommes. C'est quoi? C'est une mémoire qu'on aurait, quelque chose qu'on aurait vu et qu'on aurait reproduit plus tard ou je comprends pas. Pardon? Pour vous, c'est quoi? C'est quelque chose qui serait en mémoire? Non, mais là, je ne vous parle pas de pour moi. Je vous parle de ce que dit la science préhistorique et la paléoanthropologie. C'est-à-dire que là, je suis là pour vous enseigner quelque chose, pas pour blablater sur ce que je pense moi. Donc, ce que je vous enseigne, là ce dont je vous parle, ce n'est pas de mes propres idées, c'est ce que dit la paléoanthropologie. Ce que dit la paléoanthropologie, et en particulier un anthropologue, enfin préhistorien qui s'appelle André Leroy-Gourhan, c'est que l'apparition du silex, en fait, ça a été théorisé dès le 19e siècle par un Allemand qui s'appelait Kapp, du silex taillé, ce que je vous montre de temps en temps, c'est quelque chose qui est en fait lié à l'évolution des organes animales, et qu'à un moment donné, le corps vivant, c'est-à-dire organique, biologique, est bloqué dans son évolution, et donc il y a eu une poursuite de l'évolution à travers des organes artificiels. À cette époque-là, il faut que vous vous rendiez compte que l'homme qui fabrique, je vais vous donner la parole, l'homme qui fabrique ces outils, il fait 1m20, il pèse 30 kg, il n'est pas encore complètement bipède, il est très prognate, il a une mâchoire extrêmement proéminente, et il a un cerveau de 400 cm3. Notre cerveau à nous fait 1300 cm3. Il a par ailleurs un éventail cortical, ce qu'on appelle l'éventail cortical, c'est l'ouverture du cortex, voilà, qui est à peine plus développée que celle du chien. Et nous avons un cortex qui commence là et qui se termine là, et qui, avec toutes les zones préfrontales, qui sont ce qu'on appelle les zones du langage, de l'imagination, etc. Donc on est au début de l'hominisation, mais l'homme n'est pas arrivé comme ça. L'homme, c'est le résultat d'un long processus sur des millions d'années. Voilà. Ma question, en fait, justement, puisque on parlait de ça, on parlait quand même de l'imagination. Mais ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, c'est que l'imagination, ça procède d'abord d'un processus d'exosomatisation, et qu'à partir d'un certain moment, ce processus d'exosomatisation, il y a 40 000 ans, donc bien plus tard, va produire l'exosomatisation d'images mentales. Et le fait de pouvoir extérioriser les images mentales va transformer les images mentales, justement. C'est-à-dire, va complètement modifier le circuit de... Et c'est là qu'on va voir vraiment apparaître l'imagination créatrice au sens actuel. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'imagination chez les hommes d'il y a 3 millions d'années. En plus, moi, je considère que même de l'imagination animale. Mais par contre, il faut parler très précisément. C'est-à-dire qu'il y a des données scientifiques très bien établies, avec un consensus mondial maintenant sur ces données. Et là, il faut bien comprendre que, voilà, il y a 3 millions d'années, on ne veut pas dire que c'est l'homme à proprement parler qui est apparu. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'il y a un processus qui est apparu, qui s'appelle l'hominisation, que moi j'appelle aussi l'exosomatisation, et que ce processus, il y a toute une histoire, voilà, qui va faire apparaître, par exemple, il y a 40 000 ans, les parois rupestres, les peintures rupestres, où on va commencer à voir des gens qui peignent, qui sculptent. En fait, on sait qu'ils ont commencé plus tôt, parce qu'on a des traces, mais ça a dû commencer il y a environ 200 000 ans. Et là, ça se développe beaucoup. Ensuite, on va voir apparaître les systèmes d'écriture,
il y a à peu près 5000 ans, 6000 ans. Puis on va voir apparaître l'écriture alphabétique qu'on pratique aujourd'hui, puis l'écriture imprimée, puis la photographie, le phonographe. Et et tout ça transforme la manière dont nous pensons. Et c'est à partir de cette dynamique qu'il faut essayer de penser ces questions. Donc il y a l'imagination créatrice dans tous ces stades-là, mais après, ce qu'il faut regarder de près, c'est très précisément comment ça fonctionne. Allez-y. C'était juste pour parler de ce point-là de nécessité, et je trouve que c'est pas faux, mais pour revenir au guépard, par exemple, il y a une nécessité, bien sûr, de survie, mais il a la capacité physique d'assouvir cette nécessité-là. Et l'homme, justement, et par rapport à la comment vous appelez Néothénie. Néothénie. Et d'ailleurs, ça n'a pas un rapport avec la bipédie, ça? Si, Même tout à fait. Pas complètement bipèdes, Si, tout à fait. Même si c'est pas encore des hommes, il y a quand même homie. Tout à fait. Et du coup, il y a la bipédie qui commence. Tout à fait. Une des théories. Voilà, la personne ne peut pas rester, et du coup, elle est moins développée. Du coup, il va peut-être exosomatiser un organe qu'il aurait pu, mais qu'il n'a pas lui-même, Exactement. pour atteindre les capacités d'un guépard, peut-être. Une des théories de l'hominisation, il y en a plusieurs. Là-dessus, là, sur ce que je vais vous dire, il n'y a pas de consensus scientifique. Mais je crois que c'est le point de vue dominant. Une des théories de l'hominisation, c'est qu'en effet, la bipédie a été rendue nécessaire par quoi? Par la transformation de la forêt en savane. Et que du coup, il a fallu, pour survivre, que ces hominidés se lèvent pour voir au-dessus des herbes, tout simplement. Et qu'à partir de là, ils ont en fait libéré leurs membres avant, qui sont devenus des membres fabricateurs. Mais ça se produit sur des centaines de milliers d'années en réalité. Ça se fait, c'est pas comme ça un jour. C'est une transformation qui se produit progressivement. Ça a transformé complètement la structure du squelette. Et à partir de là, ils ont été capables, ayant libéré la patte avant de la motricité, de devenir fabricateurs, et ils sont exosomatisés. Voilà. Et ils ont commencé à produire, et là, l'imagination créatrice est devenue vitale. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables d'imaginer Parce que, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est un être qui court à peine à 30 km/h. Quand il court très vite, il y a des gens qui courent plus vite que ça, ce sont des champions du monde, mais voilà, quand vous courez, ou moi, c'est 20 km/h, quelque chose comme ça. Par rapport aux animaux, c'est lamentable. Un renard court beaucoup plus vite que ça. Ne parlons pas des gazelles ou des guépards, ou des aigles, qui sont capables de voler à 150. La dernière fois, une biche qui va naître, 2 heures après, elle s'est marchée. Voilà. L'homme, il est inachevé. Donc il a une obligation organique à compléter son corps. Je suis désolé parce qu'il est 4 heures et je vais rater mon train. Donc on n'a pas commencé le cours. Bon, mais c'est pas grave, c'est utile. On continuera. C'est un peu bizarre aujourd'hui parce qu'on a commencé en retard. On va revenir de toute façon sur ces questions parce que quand je vais commencer à vous présenter des robots, on reviendra sur ces questions. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un robot par rapport à tout ça? Là, je m'arrête parce qu'il ne faut pas que je rate mon train. Et en plus, je n'ai pas mon billet. Ce que je vous propose, c'est donc de regarder ce film que j'ai donné à Pierre. Donc, il est sur un fichier. Voilà. C'est un film c'est le début d'un cours. Vous pouvez le voir sur Internet aussi? Oui, mais essayez de le regarder ensemble, ça serait mieux d'avoir une discussion dessus après. C'est pas long, ça dure 1h15, un truc comme ça. C'est un cours, là c'est le début, c'est vraiment le début d'un cours qui est consacré aux objets audiovisuels. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un objet temporel audiovisuel? Et c'est une manière de discuter avec Bernard Noël, vous verrez. Et après, on reviendra à tout ça du point de vue du théâtre. Parce qu'une fois qu'on aura fini de lire Bernard Noël, on retourne aux origines du théâtre, à tout ça, pour essayer de repenser tout ça dans le contexte de, appelons ça, l'exosomatisation à l'époque du théâtre, de sa naissance et de aujourd'hui. Voilà. Merci et désolé pour ce conférence. Merci à vous.